1, 2, 1, 2. Voilà. Oui, je parle parce que apparemment c'est enregistré. Je dois parler dans le micro. Donc, merci d'être venu. Mathieu Torres a suivi l'atelier du Limousin pendant 3 ans dans un site où nous avons été donc sur ces 3 années à Bellac, dans le nord de la Haute-Vienne. 3 années, 3 promotions d'étudiants, 2 promotions de l'école d'architecture de Versailles, suivies d'une promotion de l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Et puis, il a réalisé un documentaire de 52 minutes sur la base de, je sais pas, c'était 20 heures ou 30 heures de rush, au moins. Et donc, on voit un petit peu le déroulé du projet. C'est un déroulé chronologique sur les 3 années. Et puis, voilà, avec des interviews d'étudiants, d'enseignants, dans lesquels on essaie d'expliquer un petit peu voilà, la démarche du projet, et puis ce qu'on est à même de réaliser et de pouvoir réaliser localement, quoi, dans un milieu rural qu'est la Haute-Vienne. Mais j'en dirai pas plus. Merci Mathieu Torres d'avoir fait ce documentaire, et puis on discutera après. Super. Allez. On sait que le secteur de la construction, c'est un des secteurs les plus polluants. Et donc, c'est notre responsabilité aujourd'hui, quand on est en école d'architecture, on est futurs architectes, d'apprendre à construire autrement, de s'intéresser à ça. Quand on arrive en master, c'est le moment où on se pose vraiment une question sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie en tant qu'architecte. Et ce master-là nous montre vraiment l'opportunité qu'on a d'être architecte d'une autre manière, à prôner une vie d'architecte dans le participatif, dans le commun, à être en contact avec les gens et pas juste dans un bureau d'agence, bien qu'il y ait des travaux qui soient formidables. On n'arrête pas de nous dire que là on est en une crise écologique et une crise c'est un changement d'un état à un autre. Donc là on peut créer une nouvelle société, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais autre chose quoi. Et donc c'est assez enthousiasmant quoi. Tu te dis je peux faire, tu peux mettre ta pierre à l'édifice, participer à créer quelque chose de nouveau et ça donne envie. À saisir et c'est justement je pense qu'on a tous fait ici, c'est décider de s'engager pour certainement l'architecture qui sera celle que tout le monde fera le plus rapidement possible j'espère, et puis quand on aura mettons 50 ans c'est ce que tout le monde fera je pense. On sait que l'acte de construire, il est lié en fait aux questions du réchauffement climatique, aux questions de la biodiversité, aux questions d'ordre social. Ça génère pas loin de 40% des gaz à effet de serre. Et de l'autre, construire quelque part, construire sur un terrain naturel, construire sur un terrain agricole, c'est une destruction de vivant. Ne serait-ce que par l'implantation d'un édifice ou d'un aménagement, mais aussi en lien avec l'extraction des matériaux qui vont être nécessaires pour construire. La question, c'est comment, en tant qu'enseignant-chercheur, on peut travailler sur ces sujets dans le cadre de l'enseignement. Il y avait une autre barre qui venait là pour pouvoir en fait faire ça. L'idée, c'est d'arriver à trouver le moyen d'armer les étudiants à affronter un avenir incertain. Mais surtout aussi, au-delà de cette question de l'affrontement, c'est d'arriver à l'imaginer, imaginer de nouveaux récits pour un avenir enthousiasmant. Louise, est-ce que là on peut aussi... Ce que je trouve vraiment beau et élégant là-dedans, c'est que c'est extrêmement simple, des éléments en chaîne juste filés, un système mécanique qui est réduit à sa stricte utilité, simplicité, la toile qui fait la tension.
Et tous les réglages possibles, là, faut aller chercher plus. Donc le principe de l'enseignement qu'on a mis en place, c'était de fédérer ces grandes problématiques tout en donnant de nouvelles perspectives. Et d'être capable aussi d'avoir une action concrète sur notre environnement. Pas simplement rester enfermé en école, en atelier, à imaginer des projets, mais faire cela en groupe, sur un territoire, en lien avec ce territoire, de manière à faire évoluer la situation. Et voilà, cette problématique a fait émerger l'atelier du Limousin. L'atelier du Limousin, d'un côté, c'est une approche scientifique du territoire basée sur ce qu'on appelle une conception écosystémique. On essaie de comprendre le territoire dans sa complexité la plus profonde, de manière à en faire émerger en fait, des potentiels. C'est aussi une équipe d'étudiants qui travaille sur un seul projet. Donc il y a toute une logique coopérative, ou de coopération en tout cas, des étudiants qui construisent ensemble un projet. Donc il y a cette idée d'enseignement expérientiel, apprendre par l'expérience. Et l'atelier du Limousin, c'est bien sûr un enseignement in situ, c'est un enseignement qui est ancré dans un territoire et qui a pour vocation, au-delà d'être un lieu d'enseignement et de recherche, de tenter d'avoir un impact social, d'avoir un impact local et de chercher en mode participatif avec les populations locales des solutions pour la mutation écologique. J'ai cherché pendant un certain nombre d'années un territoire d'expérimentation et puis par le biais de la chance et du hasard, j'ai rencontré un enseignant à Versailles, Gilles Bersolt, qui connaissait bien un territoire de la Haute-Vienne. J'ai eu des attaches aussi à côté. Je me suis dit, allons sur ce territoire, je pense que c'est la bonne opportunité, la bonne occasion. Et donc on a monté une convention de 3 ans avec la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche, qui est une communauté de communes du Nord Haute-Vienne. Et puis pendant 3 ans, voilà, on a mis en place une série d'exercices pour emmener les étudiants en fait, sur ce terrain de l'expérimentation. Moi, je ne connaissais pas ce territoire. Donc le principe avec les étudiants, c'est qu'on a tout de suite appliqué cette méthode que je propose de diagnostic écosystémique et on a fait émerger tout un ensemble de diagnostics hyper intéressants. On a pu voir que Bellac, qui est la ville principale de cette Comcom, il y a entre 3500 habitants environ, elle cristallise énormément de sujets qui sont liés justement au monde rural. Je m'intéresse à la ruralité pour plein de raisons. On perçoit beaucoup plus facilement dans un territoire rural la façon dont il peut être artificialisé par des zones commerciales ou des zones d'activité en périphérie des petites villes et qu'il est mangé sur les sols agricoles ou naturels. On perçoit à quel point aussi les petits centres-bourgs, les petits villages sont souvent complètement dévitalisés parce que justement les habitants ou les nouveaux habitants préfèrent vivre en périphérie, dans les lotissements. Parce que en fait, dans ces centres-bourgs, dans ces petits villages, la qualité du logement est une qualité du 19e ou du 18e siècle, des logements exigus, peu lumineux, avec peu d'espace extérieur, qui ne correspondent plus aux standards de vie en fait, contemporains. De fait, les populations dans ces lieux-là sont largement vieillissantes. Donc tous ces facteurs en fait, entrent en compte dans une ruralité qui est en crise d'une certaine manière, alors que pourtant, les territoires ruraux en fait, sont porteurs d'un patrimoine naturel et culturel puissant. Donc à ce titre-là, ils peuvent jouer un rôle moteur dans la mutation écologique. Et c'est ça qui nous intéresse. Les écoles d'architecture sont toutes dans des milieux urbains, donc toutes dans des grandes villes. En tout cas, il n'y a pas d'étudiants qui sont à l'année dans la ruralité. C'est pour ça qu'on a décidé de s'installer dans un milieu rural et de créer l'atelier du Limousin, un atelier qui soit présent en fait, à l'année sur un territoire, de manière à pouvoir y travailler en profondeur. Les étudiants ont donc arpenté en fait, le territoire, cartographié ce territoire. Donc après concertation et puis fusion des projets les uns avec les autres, encore une fois, il ne s'agit pas surtout de faire travailler des étudiants sur différents projets, puis après d'en sélectionner un ou deux et puis de les faire réaliser. Il s'agit au contraire de faire travailler les étudiants sur des thématiques spécifiques et de les rendre responsables de certaines thématiques comme spécialistes. Il y en a un qui va être responsable de l'ensoleillement, un autre qui va être responsable des matériaux locaux, un autre qui va être responsable de problématiques historiques, etc. Puis de petit à petit faire converger en fait leur diagnostic pour aboutir à un diagnostic commun. Donc c'est vraiment la logique du bottom-up complètement systémique.
de ces diagnostics ont émergé 4 ou 5 points majeurs qui nous a semblé importants en fait de traiter. On travaille sur la mise au point des projets et puis à partir de mars-avril, c'est le moment de prototypage et puis au mois de juin, on lance la construction des 3 projets. Donc, si on a dessiné une halle de marché, ça découle en fait d'analyses sur Bellac, typique de notre méthode. Et donc on a compris que le marché c'était quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui on est dans des campagnes et dans des villes aussi où il y a des zones commerciales énormément et donc les petits commerçants ont tendance à avoir du mal à bien se développer, à bien vendre. Après avoir vu que les commerçants ils prenaient la pluie parfois, ils étaient très exposés au vent et ils avaient chacun leur équipement individuel, on a décidé de faire une halle pour avoir déjà une halle commune et surtout il est orienté vers la rue du Coq parce qu'aujourd'hui le marché il s'oriente plus vers la route, tout le monde vient en voiture, se gare, repart. L'idéal pour nous ce serait que ce marché il soit piétonnisé en fait. On puisse y accéder à pied, on puisse aller dans la rue du Coq, on puisse se promener, prendre son temps et pour nous ça c'est important en fait, c'est très important pour un marché et c'est ce qui rend un marché agréable. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a proposé un prototype de halle de marché, c'est-à-dire une petite travée à l'échelle 1 qu'on a construit sur place. Et on a fait ce qui s'appelle de l'urbanisme tactique, c'est-à-dire qu'un samedi matin, on a déplacé complètement les commerçants pour les positionner selon le projet sur la place. Et dans une logique participative, on leur a demandé ce qu'ils pensaient du gabarit du marché qui a été proposé, de la nouvelle implantation, etc. Et on a fait remonter toutes leurs remarques de manière à pouvoir faire évoluer le projet définitif. Et tous ces éléments-là, on les a donnés à la ville de Bellac pour qu'elle puisse poursuivre le projet si on en avait besoin, si on en avait envie, besoin, etc. Comment faire pour redynamiser une rue qui est centrale à Bellac, étant donné qu'il y a une majorité de bâtiments vacants? Comment faire pour être frugal? Comment faire pour utiliser des matériaux locaux, un savoir-faire local? Comment faire pour avoir des devantures qui prennent toute l'histoire et l'historique du Haut-Limousin? Et en fait, c'est tout ça combiné qui amène à un projet. Donc ils se sont dit peut-être que nous pourrions proposer une charte architecturale et commerciale pour la ville qui permette de fédérer en fait tous les nouveaux projets. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un projet de boutique. On a rénové entièrement une boutique et on a donné à la ville cette charte architecturale et commerciale pouvant lui permettre à terme justement d'homogénéiser tous les projets qui vont émerger à l'avenir de nouvelles boutiques. Notre projet découle d'une analyse du premier semestre liée aux processions qui étaient très présentes dans l'histoire du Limousin. Il y a donc à la fois une perte de liens et à la fois une histoire de ces liens intercommunaux avec des promenades, des processions. Et les étudiants se sont dit mais comment on peut reconstruire un lien intercommunal? Et donc ils se sont dit mais voilà, on pourrait mettre en place une carriole mobile qui est prêtée dans toutes les communes. Elle a 4 principaux usages, un fond théâtral, on a aussi la guinguette, un espace où il y aura à la fois une buvette et un fond de scène pour les musiciens. Et aussi on a le projet de permettre des cinémas en plein air par l'attention d'un écran blanc sur un des blocs.
Non, ce qui est sympa, c'est qu'elles vont avoir plein d'usages, plein de rôles différents dans un seul et même dispositif. C'est aussi le rôle des gens qui vont l'utiliser, de trouver de nouveaux moyens et d'imaginer aussi ce que ça peut être. C'était suffisamment compliqué pour venir. Vous connaissez l'histoire, il faut mettre à profit vraiment le moment où on est là. Donc chacun se responsabilise là-dessus. Ça s'est très bien passé, les étudiants sont logés chez l'habitant, ce qui permet toujours encore de créer du lien en fait, avec la commune. Et puis on a aussi bénéficié de l'aide de plusieurs entrepreneurs locaux qui nous ont soit prêté du matériel, soit un coup de main sur telle ou telle tâche qui est difficile parfois de faire avec des étudiants. Donc ça s'est très bien passé parce que voilà, il y a eu une certaine synergie qui s'est produite autour de ça. De montrer une charte commerciale qui est valable sur l'ensemble de la rue du Coq et à travers cette charte il vient homogénéiser la rue. Est-ce que vous pourriez apporter votre témoignage sur finalement ces différents métiers que vous avez fait pendant cette étude? Parce que le dernier métier que vous avez fait avec Mathieu, c'est quand même le métier d'artisan. C'est vrai qu'on a un jeu entre la réalité et le dessin et même on a fait avec le bâti, des fois dans le dessin on n'avait pas dessiné ces tasseaux-là, etc. Donc on a joué avec ça et on a essayé de faire avec. Là, on comprend aussi que du coup, l'architecte, ce qu'il dessine, il faut revoir aussi en permanence les plans, essayer de remettre à niveau, de remettre à jour en permanence. C'est un chantier continu en fait. On souhaite la bienvenue à Madame la sous-préfète qui a rejoint le jury. L'idée c'est vraiment d'avoir le moins de matière possible et on est vraiment sur des pierres posées sur du bitume et le poteau se pose sur la pierre. Donc, le but de l'architecture tactique c'est de faire un test en fait. En fait on se questionne, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça fonctionnerait ou pas et pas de faire quelque chose sans l'avis des commerçants mais vraiment avoir un retour. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de travailler ensemble pour faire une halle. Bravo pour la démonstration. Travailler avec des matériaux que Gilles nous a mis à disposition, des matériaux de réemploi en fait, c'est une bâche de marché parisien qui fait tout à fait son travail, puisqu'en fait elle vient couvrir avec Ok, vous me regardez tous. Dans 6 mois, je pense que j'aurais pris le recul sur tout ce que m'a apporté ce master et je pense que je vais vraiment avoir un gros moment de plaisir, de me rendre compte à quel point j'ai appris énormément de choses et que je pense réellement l'architecture d'une autre manière. L'idée que je propose, c'est qu'on ne fasse pas simplement un enseignement expérientiel qui répond potentiellement à des commandes ou qui fait des prototypes qui seront démontés, etc. L'idée, c'est de faire un enseignement expérientiel qui est issu d'une première phase de travail autour de la compréhension des territoires, faisant émerger des problématiques. Donc on intervient ici comme des médecins, en fait, pour qui le corps en fait, est le territoire, que l'on diagnostique pour comprendre potentiellement ses pathologies ou ses atouts, de manière à proposer des solutions favorisant l'émergence de nouvelles situations ou de résolution de problèmes en lien avec la mutation écologique. Est-ce qu'on essaye de mettre le plus important? On va faire un bar avec des
toute façon, logiquement, comme c'est un projet d'expertise, votre projet devra être absurde. S'il n'est pas absurde, c'est que vous n'avez pas joué le jeu d'expertise. Lors des phases d'analyse en première année, deuxième année, les étudiants ont fait émerger la nécessité de travailler sur la réhabilitation du patrimoine ancien et d'arriver à trouver les moyens de réhabiliter ce patrimoine d'un point de vue écologique, c'est-à-dire uniquement avec des matériaux éco-sourcés, et deux, d'arriver à rendre désirable en fait ce patrimoine pour que les gens aient envie d'habiter. On a cherché un lieu où on pourrait expérimenter des solutions autour de ça, et puis on est tombé sur la grange du théâtre du Cloître, qui est un bâtiment qui est au milieu de la ville. Il s'avérait par ailleurs que le théâtre avait un besoin de travailler sur des locaux spécifiques. Et donc on a fait converger en fait ces deux sujets, et donc on réfléchit avec les étudiants à la façon dont on peut rénover ça. En fait, notre travail, c'était vraiment de voir comment ce projet, au-delà de juste une salle de répète et d'un atelier, pouvait apporter une réelle plus-value à la commune en nous appuyant sur tous les diagnostics qu'on a présentés avant. Donc l'idée, c'était de vraiment croiser les besoins du théâtre avec, d'une certaine manière, les besoins de la commune, en fait, pour arriver à un projet qui, à terme, fasse consensus et qui avait vraiment quelque chose en plus pour tout le monde. En tout cas, c'est super. Il faudra qu'on regarde tout à l'heure quels sont les volontaires pour venir avec nous pour présenter ça à la communauté commune. Et comment on fait pour faire une petite modification dessus pour avoir un dossier vraiment officiel. Sachant qu'on part encore une fois d'une belle base. C'est bien finalisé. Merci encore de bravo. L'objectif de cette deuxième année, selon notre convention, c'est de produire un permis de construire et d'aller jusqu'à la phase pro avec les étudiants. Sauf qu'en fait, en mars-avril, les étudiants se rendent compte que leur projet fait 2 fois le prix. C'est un moment charnière parce qu'ils se rendent compte de ça, mais ils n'ont plus le temps en fait de refaire un autre permis de construire. C'est là où justement le temps pédagogique et le temps d'une maîtrise d'ouvrage public, c'est complètement 2 choses différentes. Donc du coup, on décide de s'arrêter là, d'apprendre aux étudiants à faire le dossier de permis de construire, et de finaliser leurs études à ce stade, et puis de se focaliser en fait sur la réalisation des prototypes pour le chantier du mois de juin. Aligner une petite combine quand on agrandit, c'est toujours difficile d'être au même nu, vous voyez. Ça ne marche pas parce qu'on n'arrive pas à bien faire, à aligner 2 trucs différents. On préfère toujours qu'il y ait un décalage dans un sens ou dans un autre. Le système le plus simple, c'est ce que propose Gilles, c'est le portique, c'est ça en fait. Et du coup, après, tu as un système de solivage plutôt traditionnel. Faire les linteaux comme ça en 2 fois. Tout le monde, vous comprenez l'intérêt de ces réunions de maîtrise d'œuvre. Et notre rôle, en fait, c'est de coordonner tout ça. D'accord. Et parce que si on ne coordonne pas, on n'a pas assez coordonné jusqu'à présent pour plein de raisons. Et donc là, c'était très très important, à la fois pour marquer la fin de l'avant-projet et vérifier si vous avez compris ce qu'ils n'avaient pas compris. Et 2, pour démarrer la phase pro. Vous voyez, il y a un vrai sujet, c'est qu'ils ont plein de documents, mais il y a des choses qu'ils ne comprennent pas sur nos documents, etc. Et comme on est un peu tous loin et que c'est un cas un peu spécifique, parce qu'on est plein d'étudiants, etc., bah forcément, c'est difficile de savoir au téléphone, qui fait quoi, comment on s'organise. Donc ces réunions, elles sont vraiment fondamentales. On l'a vu, une des grandes thématiques de la mutation écologique concernant l'architecture et la construction, c'est la maîtrise des matériaux éco-sourcés, donc biosourcés, bois, fibres, et géosourcés, terre et pierre. Donc les étudiants, pour moi, doivent maîtriser en fait techniquement ces matériaux pour pouvoir générer une architecture qui fait du sens avec ça. Et donc on a tenté de jalonner en fait l'enseignement sur l'année de 4 workshops thématiques. Un workshop bois, un workshop fibre, un workshop
terre et un workshop pierre. On a un premier workshop en début d'année sur la question de la charpente qu'on a fait avec les lycéens du lycée professionnel de la ville de Bellac dans leurs ateliers, c'était assez intéressant. Et après on a fait un deuxième workshop de taille de pierre qu'on a fait en région parisienne avec les compagnons du devoir. Et là, depuis, on a mis en place un workshop annualisé avec eux. Qui veut le faire? Bah après, il faut aussi pas chercher à travailler trop vite, hein, parce que là, on se fait ça, on se fracture la jambe si ça tombe. Donc faut réfléchir à 2 fois avant d'agir. C'est très bien parce qu'en fait on relie des étudiants en architecture avec des apprentis du centre de formation des compagnons. Et on essaie de faire en sorte que chacun se rencontre et chacun comprenne ce que fait l'autre. Le truc, c'est que tu le vois encore ton club, parce que ça c'est ton repère. Parce que dès que tu J'interviens pour expliquer aux architectes et aux compagnons justement qu'est-ce que c'est par exemple qu'un élément architectural, une fenêtre, une porte, etc. d'un point de vue architectural. Et puis de l'autre côté, les formateurs des compagnons du devoir nous expliquent ce que c'est qu'une fenêtre, qu'une porte, etc. d'un point de vue purement constructif en pierre et quelles sont les problématiques de construction, d'assemblage, de mise au point, de mise en œuvre, etc. Vous êtes dans une pente. Ah oui, oui, oui. Vous ne modifiez pas votre hauteur. Vous avez bien compris qu'à partir de la base du Rejingo ici, qui va être là maintenant, c'est en pente, d'accord? Ouais, ouais. Ça marche? Ok, donc vous le corrigez maintenant ça? Ok. Comme ça vous êtes sûr qu'on passe du 2 au 3? Bon, on soit. Je trouve que ça donne plus envie d'utiliser certains matériaux. Le fait de les avoir touchés, de les avoir manipulés, de comprendre comment on les utilise, on se projette plus facilement et on arrive mieux à se dire ah bah tiens je pourrais l'utiliser pour tel projet, ou on comprend mieux comment on pourrait le mettre en œuvre dans un projet, c'est pas quelque chose de flou. Là au moins on pense directement avec les connaissances et on sait que ce qu'on fait ça fonctionne et donc on peut aller au bout des choses telles qu'on imagine vraiment. Tout de suite, l'idée c'était de voir sur quelle partie ou portion du bâtiment ils allaient se concentrer pour le chantier. Et donc aussi de faire en sorte que ces portions de bâtiment soient des éléments de prototype qui serviraient pour le chantier définitif. Et quand vous sortez les pierres, vous sortez toujours comme ça, un coup à droite ou un coup à gauche, jamais levé. Vous êtes de la com? Celle-là, elle est... Ça s'arrête pas les morceaux de carton.
Ok, j'essaye. Il faut qu'on finisse la maçonnerie et qu'on enlève l'échafaudage, qu'on nettoie tout et qu'on décoffre la semelle avant ce soir. Ok. Et tout doit être nickel. Un fil de quoi? Ouais, parce qu'après, quand on peut le faire à joint, tu l'enlèves. Les étudiants sont concentrés sur des fenêtres et puis sur différents prototypes d'isolation thermique éco-sourcés. Là, on fait appel à Amaco, centre de formation et puis de recherche sur les matériaux naturels, notamment la terre. Et donc l'idée, c'était de tester en fait ces différents protos pour que les étudiants comprennent leur mise en œuvre et puis surtout que ces prototypes soient aussi le support de communication, de discussion avec les artisans locaux. Faire en sorte que des techniques de réhabilitation vraiment vertueuses deviennent plus monnaie courante en fait. Là, on a les étudiants qui font un workshop d'une semaine sur la terre crue. Le principe, c'est qu'à la fin de la semaine, on teste différents types de prototypes, un peu selon les techniques qui seront utilisées là, notamment des remplissages isolants, quoi. Terre fibre, terre chanvre. On va peut-être aussi faire des tests en terre laine. On a une terre par exemple, on a des secs ici, donc il y a beaucoup de grains. On a des gros grains qui sont en bas et des petits grains au-dessus. Parce que naturellement les gros grains ils vont rouler plus vite, ils ont moins de frottement pour arriver jusqu'en bas et plus ils restent au-dessus. Et ça c'est ce qu'on appelle une ségrégation granulaire. Vous avez ça à chaque fois que vous drainez un tas de grains de taille différente. Et donc ça joue sur le mélange des terres. Si vous voulez mélanger une terre avec des grains de taille différente, c'est compliqué parce que naturellement ils vont avoir une ségrégation entre ces tailles de grains. Et donc pour arriver à descendre le volume et que ce soit un volume plus compact et qu'on ait une meilleure résistance à la compression, on fait un mur de pisé, couche damée, petite couche par petite couche. C'est pour ça que le pisé est fait couche par couche. Mais dans un mur de pisé, on est plus de l'ordre d'une couche de 15 cm de terre foisonnée pour 10 cm de terre compactée. Alors que là, dans votre petit échantillon, c'est plus petit. On est sur les plus petits échantillons. J'imagine bien. Une des matières qui m'intéressait vraiment, c'était la terre. Et ok, sur le papier, j'ai compris comment fonctionnait le pisé ou d'autres techniques. Mais là, je l'ai vraiment vu et on a eu des informations supplémentaires que je ne peux pas forcément trouver dans des livres parce qu'on a eu affaire à des professionnels. Donc concrètement, mon but, c'est vraiment d'utiliser toutes ces connaissances que j'ai apprises dans mes futurs projets. On n'a pas le choix de la terre. Et donc ça, c'est la cas de figure, c'est le projet quelque part qui impose les terres. Ou alors, dans notre cas, est-ce qu'ils vont aller gratter en grosse agence? Est-ce qu'ils vont monter des parcours alternatifs? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va les amener à réfléchir. T'as de l'argile en bas. Un peu, tu vas. Si t'as des grains un peu plus grossiers, ou t'as des grains que tu ne sens jamais sous les doigts. Ouais, on a vraiment des grains. Faut manipuler. Ça, c'est très simple, ça. L'enseignement expérientiel est le plus intéressant en termes d'apprentissage, dans l'architecture en tout cas. Mais même dans toutes les disciplines, même chez les jeunes enfants, on sait ça, c'est que quand on apprend en faisant, quand on apprend par l'expérience, on emmagasine la connaissance, on la retient. C'est Einstein lui-même qui disait il n'y a de connaissance que celle acquise par l'expérience, je crois. Tout le reste n'est qu'information. Voilà, 256. 256. Donc on a à peu près 250 grammes. Maintenant, on va mettre les donc là, il y a un sujet central. On est enseignant, quel mode ou quelle méthode pédagogique tu mets en place pour faire en sorte que les étudiants sortent avec des vraies compétences et appris des choses. Là, vous faites tous les deux un pâté de sable de la plage. Là. On sait tout ce que ça va donner, normalement. Pourquoi t'en as fait plus souvent? On fait un château. Oui. Voilà. Quoi, 1,5 kg?
Moi, ça m'apporte ce que je pensais que ça allait m'apporter, c'est-à-dire d'avoir des notions plus concrètes et de pouvoir comprendre ce que je fais, pas juste dans la théorie, mais dans le concret. Il le ressent, c'est bien. C'est exactement ce qui se passe. L'atelier du Limousin, c'était pile ce que je voulais, c'est-à-dire apprendre sur les papiers, en dessinant, et aussi sur le chantier. Et donc là, c'était vraiment la bonne opportunité pour le faire. Et on a beaucoup de chance parce que c'est pas dans 36 écoles en France où on peut faire ça. Pour être en bonne position, enfin, c'est toi qui vois. Tu es bien au centre, là, voilà. Tu vas tout doucement. Ah là là. Pas loin. Ça c'est une fenêtre. Il y en a encore 3 à sortir. Ça va être pas mal. Une, deux là-bas. Et la dernière qui est en train de se monter. Tu sais les poser, tes dormants, dans la pierre? Oui. Alors, est-ce que là on a de quoi? Là on a de quoi faire quoi là? Je m'en capte peut-être. C'est 1m80 enfin? Ouais. Et après on découpe ça. En fait, il faut qu'on le sur un coup, il faut qu'on le refaçonne parce que là, Cet enseignement-là, il est très intéressant. Il est d'autant plus intéressant qu'il permet de travailler d'autres sujets qu'on ne peut pas travailler dans des modes d'enseignement plus classiques, que sont la collaboration, la participation collective, etc. Et donc le contrôle de soi, le contrôle inhibiteur, les relations empathiques avec les autres, la question de gestion des conflits, toutes ces choses-là, en fait, font partie de l'enseignement et permettent aux étudiants de potentiellement pouvoir monter des projets collectifs après, parce qu'ils auront acquis les outils et les méthodes du travail de groupe. On pose les deux ossature bois et le soir on essaye de réfléchir comment est-ce qu'on fait les ébrasements bois. Une autre possibilité aussi, c'est que celui-là on le met verticalement, d'accord, et celui qu'on va remplir en interchange, on le met en pente. On suit le mur. Ça c'est la... Les mesures, on va utiliser quoi? Une espèce de bloc en bois. Ah oui, ça m'a vraiment permis de découvrir le travail d'équipe, la communication, le partage des tâches. Ça n'a rien à voir de travailler à 4 ou de penser un projet à 20. Et ça demande aussi d'apprendre sur soi-même, de régler ses défauts, de savoir quand on veut un peu trop imposer ses idées, savoir se calmer, ou quand on est éteint, savoir aussi exprimer ses idées. Et je trouve qu'on forme un super groupe par rapport à ça, on a vraiment un bon équilibre. J'étais assez impressionnée. On est en train de commencer les prototypes, donc les 3 types d'isolants. On aura la laine de mouton, la terre chanvre projetée et la chanvre. Et tout ça, on pourra ensuite faire une finition en enduit terre la semaine prochaine. C'est d'avoir un prototype ici de 1 mètre sur 1 mètre avec 18 cm d'épaisseur de laine lavée parce que c'est quand même pas mal de travail, on a fait bien 6 heures et on a juste 2 sacs comme ça. Et donc on a une autre grosse quantité de laine qui est non lavée, qu'on va trier mais qui est non lavée et qu'on va mettre en prototype. Et donc là vous avez les premières ossatures dans lesquelles on va mettre cette laine non lavée et qui va être calée juste derrière. D'accord.
aussi qu'on éclaircisse un peu tous les débouchés, parce que c'est bien beau de dire aux éleveurs, faites des efforts, triez votre laine, lavez-la, mais pourquoi? Donc il faut qu'on consolide les débouchés. Et c'est là que c'est très intéressant, votre travail. Merci, bon courage à tous, bonne fin de... Au plaisir. Merci, madame. Merci. Donc, t'as pas de limite à dire. Ouais, faut que je regarde. Vous avez une bétonnière? Oui. Donc on peut tester différents types d'enduits. Des enduits sable-terre, des enduits sable-chanvre-terre. Après, il a pas sa queue de machigan pour essayer d'écraser un peu plus. Ouais. Faut le mettre sous la plaque. Et après, c'est facile à dire. Et autrement, tu passes une baguette là, tu vois, par là pour aller répartir derrière. Il n'y a pas de technique, c'est pas homologué, mais voilà. Tu vois, faut y aller tranquille. Matrice d'enduit, ça permet de trouver le bon mélange pour une terre donnée en fonction de la quantité de petites fibres qu'on veut mettre et de sable qu'on veut mettre dans le mélange. Donc c'est là que vous allez déterminer avec cette matrice ce mélange-là et vous allez le rentrer en production. Voilà. Et après on travaille en volume. Vous allez avoir votre bétonnière, vous allez avoir votre volume de sable, votre volume de fibre, votre volume de terre, vous allez travailler ça à la bétonnière, hop, le volume sera fait et puis vous allez attaquer votre enduit. Voilà. Et un enduit terre, ça se fait de manière au départ très simple. Il faut chercher à faire un truc fini tout de suite, il faut mettre le plus de terre possible. Hop, et on monte le plus de terre très très rapidement. Comme un enduit chaud. Comme un enduit chaud. Voilà. Après, il n'y aura qu'un poste. Petite laine de bouton. Voilà. Beaucoup plus léger. Assez épais, tu vois. En 3-4 jours, c'est difficile, c'est déjà pas mal ce qui a été réalisé là, avec tout ce que vous avez à faire en tant que biomarché, parallèle, les chantiers et votre c'est compliqué, tout ça c'est très bien. Et bah, c'est déjà très très chouette, bravo. Et bah, longue vie à l'atelier du Limousin parce qu'il y a des beaux projets à venir. A plus. Salut Mathieu. À la prochaine. Ah, il y en a deux qu'on peut le faire. Il y en a deux qui sont là. On arrête le chantier, c'est fini. C'est caché. Mais c'est quoi ça? Et donc ça veut dire que l'herbal feuillé, quelque part, il disparaît ici. Ouais.
Hein, donc ça n'existe pas. D'accord, donc pas Peut-être un d'arbres. l'étrier, ça va être là. Et là, du coup, c'est le mur de refond. On a fait des tests d'isolation avec les différentes fibres. Notre but c'était de pouvoir choisir à la fin de ces tests quelle isolation on allait appliquer dans un des prototypes qu'on va voir plus tard à la tranche. Et donc on a un test avec le chanvre, un avec la laine juste ici. Là où se trouve Thibaut, c'est avec des copeaux de bois et juste au fond avec de la paille. Donc pendant le chantier, on a fait une formation terre avec Amaco. Amaco qui est un centre de recherche basé entre Grenoble et Lyon. Et puis on a envoyé ça à un laboratoire qui a analysé ces échantillons et qui nous a dit, bon voilà, ça c'est la meilleure terre pour construire localement. Et donc le workshop et tout ce qu'on a fait là-bas, c'est fait à partir de cette terre. Bah oui. Ça t'a enlevé là. Alors faut le dire. Donc l'année 3, en fait, l'atelier du Limousin est transféré de l'école d'architecture de Versailles à l'école de Paris-Val-de-Seine, où j'enseigne maintenant en tant que professeur. Et puis on décide de reprendre les études de l'année 2, entièrement sur la grange du théâtre du Plot. Alors on va vider un peu l'eau, on prend un seau, là ça s'est décanté un peu là. Et on va. On complète en fait toute la partie écosystémique pour essayer de faire en sorte que les étudiants apprivoisent en fait toutes les études qui avaient été faites précédemment, les 2 années précédentes, et puis surtout complètent ces études et fassent émerger de nouveaux diagnostics. Donc je présente aux étudiants le projet de l'année précédente en leur expliquant que c'est un projet trop cher, c'est un projet qui ne fonctionne pas en l'état et que l'idée c'est d'arriver à faire plus avec moins. Et c'était un objectif et un challenge assez intéressant parce que, pas même doublement intéressant, parce que faire ça avec moins de moyens, c'est aussi être plus frugal, c'est aussi consommer moins de matière, donc moins de carbone, etc. Et en même temps, c'est se focaliser sur ce qui fait architecture, c'est-à-dire la question spatiale, la question des usages, en lien avec la question constructive. Ça veut dire, non? Ça monte, c'est bien. Encore mieux que le. Donc là, ici, ça veut dire que nous, il va falloir qu'on tamponne une lisse basse. Ouais. On va mettre un coup de laser pour avoir une lisse haute, c'est-à-dire qu'il nous faut définir notre plan. Donc là, ouais, ah non, mais là, on est à 13. C'est nickel. Trop bien. Ok, comme ça. Ah oui, c'est dans l'autre sens, ça fait 7. Ouais, nickel. Ok. La petite spécificité, c'est que pendant la réalisation du permis de construire avec les étudiants, on a intégré une architecte qui a participé avec nous à la mise en place du projet et qui prendra la suite de l'opération pour le chantier. La porte, elle vient là, on garde le linteau. C'est une entrée voilà, un peu plus urbaine qui passe par les ateliers de décor. C'est assez intéressant et par l'endroit de répétition. Et donc du coup on met en scène avec la signalétique, etc. On rend les choses visuelles. Et les gens arrivent par là. Et après ils ont l'escalier, on fait péter le garde-corps, ils arrivent là-bas. Donc on a une vraie entrée au théâtre. Ce qui est important aussi, c'est que l'on remet en fait à la ville et puis à la communauté de communes, c'est bien sûr un projet, donc une phase complète de dessin et de détail qui va rentrer maintenant dans sa deuxième phase, parce que la communauté de communes cherche le budget maintenant pour réaliser la phase chantier. Mais c'est aussi l'ensemble de l'étude écosystémique qu'on remet en fait à la communauté de communes pour qu'elle puisse s'en servir à l'avenir pour ses projets en fait. L'intérêt aussi, c'est que l'ensemble des choses que l'on a faites, on puisse les offrir presque en open source, quoi, de manière à en faire bénéficier le maximum de personnes. Soit on coupe tout d'un coup, ok, un bout et on garde un bout brut. Ok, après on fait une coupe propre et après on coupe. Moi je préfère couper. Voilà. Mets-toi parallèle là, t'as 1 mètre.
Ouais, on a 22. Je peux la scie. On a enlevé combien de kilos avec ça là? J'ai été J'étais fatigué aujourd'hui. 1, 2, 3. Ok, tac. Encore. Un peu. Allez, pas grand chose. Et de mettre un peu. Alors, on va en pousser avec les jambes là. On va lever l'eau. Le dos droit. Le droit. C'est bon là? On va terminer cette convention de 3 ans. L'idée maintenant, c'est de se déplacer en fait, dans une autre intercommunalité et de pousser le projet de l'atelier du Limousin plus loin en s'installant quelque part réellement sur le long terme, quitte à rayonner autour de l'emplacement dans lequel on va s'installer. À force de parcourir le territoire, dans le courant de la 2e année, je retombe sur cette grange que je connaissais depuis quelques années, mais que je revois sous un nouvel œil. Et je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point en fait sa position sur le territoire et puis son volume, son architecture en fait ancrée dans le milieu du XIIe siècle pouvait être le lieu de l'incarnation en fait de l'atelier du Limousin. C'est un lieu qui est assez magnifique parce qu'il est situé sur un promontoire en coteau de collines, à l'orée de la forêt en fait, des monts d'Ambazac. Et ce qui est intéressant dans ce lieu, et ce qui est peut-être même magique, c'est que c'est à la fois un lieu en retrait du monde et en même temps un lieu qui porte en lui le potentiel de rayonnement, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit très clairement que ce type de lieu peut nous aider à porter un projet, à faire en sorte qu'émerge du lieu une vision sensible de la façon dont l'architecture et l'acte de ménager les territoires peut apporter en fait au monde. Donc le projet à terme, c'est bien sûr qu'on puisse avoir des étudiants qui résident à l'année sur le site et puis qui soient amenés à développer des études et des expérimentations qui vont pouvoir être bénéfiques au territoire et puis en même temps aussi aux grandes questions qu'on se pose aujourd'hui sur la façon dont on va pouvoir résoudre les crises environnementales. On n'a pas de solution toute faite, mais l'idée c'est d'essayer d'y réfléchir et de trouver le moyen de les mettre en place, quoi. Sur les bas-côtés, un atelier de maçonnerie, enfin terre, pierre, et de l'autre côté bois fibre, donc avec 2 artisans qui seraient là à l'année, et qui en échange, tu vois, me fileraient des cours aux étudiants, enfin travailleraient sur l'accompagnement des étudiants. Et donc là, tu as la partie spectacle, c'est les salles de conférence, et en fait l'idée Donc le projet, ça va être bien évidemment la rénovation de la grange, mais aussi l'installation d'une ferme dans laquelle les étudiants vont travailler. En fait, 3 hectares de terrain, ici on fait une forêt nourricière, il y a des terrains autour, et on transforme ça en ferme, forêt nourricière. Un des axes essentiels du projet aujourd'hui, qui s'est développé d'ailleurs sur ce territoire, avec les acteurs de ce territoire, c'est de faire en sorte que les étudiants qui vont venir ici vont avoir un enseignement qui fait le lien entre architecture et agriculture. Dans l'idée en fait que l'apprentissage du vivant puisse leur permettre en fait de peut-être concevoir l'architecture d'une autre manière. Dans l'idée peut-être d'une architecture régénérative, quoi, une architecture qui soit plus en capacité d'aider le vivant à le développer, ou à se développer, que le détruire.
L'idée de ce lieu, c'est que ça ne soit pas simplement un lieu d'enseignement de l'architecture, c'est qu'on puisse en faire un centre de séminaire et de colloques, aussi un lieu d'artisanat à l'année, mais d'artisanat qui puisse être utile aussi à l'apprentissage des étudiants. Donc un lieu en fait qui fédère autour de la question architecturale un ensemble d'acteurs et de savoir et de savoir-faire pouvant permettre de converger autour des grands questionnements de la mutation écologique. Depuis le début de l'année, les étudiants ont lancé une étude écosystémique sur ce nouveau territoire et on réfléchit avec eux sur la façon dont on va pouvoir s'installer en fait ici définitivement. Donc c'est un peu une nouvelle aventure qui commence. Merci d'avoir regardé le film en entier. C'est vrai, vous avez pu. C'est la palme. Bon, ben voilà, si vous avez des questions à poser à Mathieu, allez-y. Il adore ça. L'architecte. Je voulais remettre une petite tête de Limousin pour qu'on ait le... Bon, allez, ça. Tu voulais... Ah oui, peut-être en fond. Oui. Je peux peut-être profiter quand même de ce moment pour raconter la genèse du projet. Et remercier déjà les étudiants qui ont participé à l'atelier du Limousin sur la 2e et la 3e année, qui sont présents. Et puis l'équipe enseignante aussi, qui est représentée ici. C'est ça, hein, c'est vraiment un hasard total, mais finalement l'investissement est à la hauteur de l'image. Vous êtes très beau, hein, Ouais, vous avez été super, merci. Qu'est-ce que je peux vous... Je ne sais pas, est-ce que vous avez des petites questions ou commentaires? Donc je précise juste que ce film, en fait, il fait partie d'un financement que j'ai obtenu à... 1, 2, 1, 2, oui, c'est parce que c'est enregistré, je crois. Le film, il est financé par le Fonds Massif, qui est un financement du Massif central que j'avais obtenu il y a 4 ou 5 ans, qui fait l'objet d'un financement global, en fait, qui a permis, en fait, ces 3 ans de chantier, complétés par des financements supplémentaires qui ont été apportés par cette école lors de l'appel d'offres échelle 1 l'année dernière, et qui seront poursuivis. En fait, c'est en grande partie financé par des fonds extérieurs et en même temps par des fonds pédagogiques, mais un peu particuliers, qu'on est obligé de flécher chaque année parce que c'est des enseignements qui valent beaucoup plus cher malheureusement que des enseignements conventionnels, parce qu'il y a plus d'encadrants, mais aussi parce qu'il y a des matériaux, il y a du transport, il y a aussi des spécialistes. Merci à Paul Vergonjane qui est là, qui était un des formateurs compagnons du devoir.
Et voilà, tout ça, ça a un coût. Je pense que ce qu'on retire les étudiants est assez important en termes d'enseignement. D'ailleurs, certains l'ont souligné. Mais en même temps, voilà, c'est une volonté pédagogique qui doit être menée voilà, par les écoles et par l'État, quoi. Bon, il y avait une question, oui, là-bas. Je me demandais si ça concernait des étudiants en première année. Non, c'est un enseignement de Master 1, des étudiants de 4e année. Mm. Et donc, ça se passe sur un semestre? Sur 2 semestres. Un premier semestre, en fait, qui est destiné à l'apprentissage du travail collaboratif et coopératif. C'est des promos qui étaient entre 10 et 20 étudiants selon les années. Donc ils apprennent à travailler en commun, ils apprennent aussi à analyser un territoire, donc travailler sur les questions urbaines, de paysage, etc. Et puis après, ils font émerger des problématiques et ils en choisissent une ensemble et ils travaillent après le 2e semestre. Et le 2e semestre est plus consacré à la construction. Là, on en est à la 2e année. Cette année, c'est la 4e année. Oui. On n'a pas filmé là tout ce qui concerne ce qui s'est fait l'année dernière. L'année dernière, on a travaillé à la Grange aux Moines. Les étudiants ont construit une pépinière de reforestation, et on peut même voir ici rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans les fonds qu'on a pu voir hier à la semaine à l'Uni, l'une des maquettes correspondait à ce projet. Il y avait une pépinière qui avait été... Non, a priori non. Non, il n'y a pas de... C'est pas exposé là-bas. Ouais. Par rapport au lieu que vous investissez, dans le film, on a l'impression que c'est vous qui choisissez des lieux, donc ensuite vous allez voir la collectivité. Non, en fait, on a choisi la collectivité là, avec mon collègue là, Gilles Bersolt à Versailles. Et on a choisi ce lieu parce qu'il connaissait un petit peu la communauté de communes. Et puis, on n'a surtout pas voulu qu'ils nous disent ce dont ils avaient besoin. Parce que, en fait, la petite subtilité de cet atelier par rapport à d'autres ateliers comme ça en design expérientiel dans d'autres écoles, comme à Grenoble par exemple, c'est de ne pas répondre à une commande. Je ne veux pas qu'on réponde à une commande, comme on le fait quand on est architecte, mais je veux que ce soit les étudiants qui définissent eux-mêmes ce qui est nécessaire de faire, comme des spécialistes, quoi. Et donc on a des idées générales. Et puis en fait, le travail sur la rénovation de cette grange, ou par exemple la carriole, la boutique, la halle de marché, tout ça, c'est des propositions des étudiants en fait. Et puis après, bien sûr, on discute avec les communes, parce que elles valident ou pas le fait de faire ça. Mais en même temps, elles ne financent pas, donc elles sont assez souples sur ce qu'on propose. Mais il faut qu'elles aident, quoi, par contre, ouais, d'un point de vue logistique. En fait, on a tous les ans 1 ou 2 places qu'on laisse à des étudiants qui viennent que le 2e semestre, mais le principe, c'est de travailler sur les 2 semestres, parce que c'est 2 semestres qui se suivent et qui sont complémentaires, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sites comme ça en France qui fonctionnent avec les étudiants de d'ateliers ruraux comme ça, je ne crois pas. Oui, mais ça, ils partent une semaine et puis ils font quelques dessins et puis ils reviennent. L'impact est complètement, c'est pas du tout la même importance. Parce qu'au départ, je voulais travailler avec les PNR justement, parce que c'est très intéressant les sujets des PNR. D'ailleurs, malheureusement, il n'y en a pas à cet endroit-là, mais enfin, ceci dit, ils sont en train d'en faire un grand projet. Et les PNR, dans ces projets-là, ce sont des propositions que les étudiants font de manière collaborative. Mais là, ce qui est important, c'est que les étudiants font ces propositions, puis ils les construisent, quoi, jusqu'au bout. Et là, ce dernier projet qui a été terminé en juin dernier, là, c'est un projet qui est une pépinière de reforestation, qui est un projet qui est destiné à être pérenne et qui marque le premier pas d'une forêt nourricière que les étudiants sont en train de planter. L'année dernière, ils ont planté 50 arbres fruitiers. Et la semaine prochaine, je redescends avec la nouvelle promotion. On va travailler sur l'entretien et la maintenance de la pépinière, commencer à préparer des plans,
pour une replantation de 20 à 50 plants cet hiver. Et tous les ans, comme ça, les étudiants vont replanter plus, entretenir, etc. Donc, non seulement ils vont faire un projet d'architecture, mais ils travaillent au développement d'un jardin-forêt en parallèle, qui à terme sera capable de nourrir une partie des étudiants qui seront sur place. Donc on est aussi dans une logique de long terme maintenant, de manière à construire sur le long terme, parce que sinon c'est des one-shots qui sont très courts et qui finalement apportent de l'expérience et de l'apprentissage et des compétences aux étudiants, mais qui ne participent pas en fait au grand sujet d'avenir, comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans le film, quoi. Il est nécessaire qu'on soit acteur en fait de la mutation écologique, pas simplement qu'on soit force de proposition, qu'on les fasse vraiment. En fait, c'est ça qui nous importe beaucoup. En fait. Thibaut, ouais. Il y a pas mal d'enseignements expérientiels en France. Il y en a un autre à l'école, le cycle de la matière, qui travaille aussi sur des questions constructives, etc. Il y en a bien sûr à Grenoble, le Design Build Lab associé à Grenoble, d'où je viens, moi, parce que c'est là-bas où j'ai été aussi formé. Il y a aussi dans certaines écoles, à Lille ou ailleurs, des ateliers, comme ça, ils travaillent sur l'expérientiel, de plus en plus. Mais je ne crois pas à ma connaissance, mais je serais ravi de l'apprendre, qu'il y ait des étudiants, des ateliers qui ont vocation à rester 1 an dans un territoire rural, à y habiter et à faire des projets locaux pérennes. Je ne crois pas. Le seul exemple que je connais, c'est aux États-Unis, le Rural Studio. Et après, il y a quelques exemples un peu différents au Chili. Il y en a aussi en Finlande. Voilà, il y a quelques exemples comme ça à travers le monde. Il y a en Angleterre aussi un atelier de la AA School qui s'appelle le Hook Park, où les étudiants vont 1 semestre ou 2 semestres pour travailler sur des projets comme ça. Mais sinon, voilà, c'est quand même relativement atypique, quoi. Oui. Oui, je connais bien Intercell et son architecte. Ouais. La réflexion que faisaient les créateurs, Annick et Jean-Pierre, c'est que peu d'étudiants français venaient pour aller là, c'est des écoles. Parce qu'en fait, il n'a pas de lien avec des écoles. Il n'est plus enseignant depuis longtemps, Jean-Pierre. Et donc, il n'y a pas de liens qui se sont construits avec des écoles. Donc, c'est pour ça que c'est difficile d'avoir des étudiants qui vont là-bas. Alors, ils font des workshops de terre ou d'autres choses comme ça, mais donc, l'intérêt de l'atelier du Mouzin, c'est que c'est une émanation d'une école d'architecture. Et je revendique en fait cette idée d'émanation. L'idée, c'est pas d'être autonome. Hein, on est une émanation d'une école d'architecture et on est un atelier hors les murs, comme une sorte de satellite de l'école dans un milieu rural. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, on bénéficie aussi, on ne va pas se le cacher, d'une infrastructure importante. Que sont l'école, son administration, que ce soit pour financer, pour organiser, pour tout ça, parce que sinon, ce serait compliqué, quoi. Tu avais une question, toi, tout à l'heure? Oui, mais c'est bien de pouvoir la poser. J'ai l'impression que c'est ambitieux, que c'est nouveau, et donc je n'arrive pas à savoir comment projeter une pratique comme ça du métier d'architecte dans le monde professionnel. J'ai toujours l'impression que c'est très niche, et donc que c'est difficile à appliquer dans un métier de vie. Peut-être. En fait, ce qui est très important, c'est que ça amène les étudiants à se questionner sur leur pratique. Je pense que quasiment tous se sont posés beaucoup de questions sur la façon dont ils allaient pratiquer. Et j'espère qu'ils vont tous pratiquer l'architecture, parce que c'est un métier passionnant, mais peut-être un petit peu différemment que s'ils ne l'avaient pas fait. Par exemple, ne pas aller dans une grande agence, construire ou tartiner des centres commerciaux, mais voilà, essayer de réfléchir à un autre type de pratique. J'ai certains étudiants de la première ou deuxième promotion qui se sont installés à Bellac, dans la première ville, qui ont monté leur agence à Bellac et qui ont commencé à travailler sur des projets. D'ailleurs, ils ont répondu à l'appel d'offres pour le marché, parce qu'il y a eu un appel d'offres qui a été lancé, etc. Pour information, d'ailleurs, le chantier de la grange que vous avez commencé à faire démarre au mois de janvier. Ils ont trouvé les financements, etc. Malheureusement, ils n'ont pas choisi l'architecte qui nous avait un peu suivi, qui avait signé le permis de construire, parce qu'il faut toujours des architectes qui signent les permis de construire. Mais donc voilà, il y a tout un tas de métiers qui sont à inventer. C'est aussi ça qui nous intéresse, c'est de se dire, mais en travaillant là un an, peut-être que les étudiants vont imaginer leur propre métier.
C'est Martin qui me disait hier, maintenant je fais un CAP d'ébénisterie ou de menuiserie, puis je vais essayer de trouver un métier qui soit peut-être à la frontière entre architecture et ébénisterie. Voilà. Il va inventer son métier. Il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là, qui sont à faire, qui sont hyper intéressantes. Paul Vergonjeanne, qui est donc un des formateurs, compagnon des devoirs. Des questions à Mathieu, parce que c'est Mathieu qui a fait le documentaire, qui a fait tout le choix aussi de sélection des images et de tout ça. Je peux peut-être vous raconter plutôt que ouais, d'attendre vos questions. C'était juste pour ouais. raconter le processus, mais c'est vrai que je me suis fait embarquer dans le projet il y a 4 ans. Moi, je suis à la base aussi architecte, et donc j'ai fait mes études d'architecture. Je suis sorti en 2012. Et c'est un peu un projet que j'aurais rêvé d'avoir en master, dans le sens où j'étais déjà intéressé par les prémices de collectifs, genre collectifs, etc., existent. Les trucs qui à l'époque émergeaient un petit peu, où il y avait cette idée justement de construire et de concevoir, qui s'est vachement développée maintenant avec notamment les projets d'occupation temporaire. Il y a beaucoup d'archis qui mettent la main à la pâte, plutôt sur des projets temporaires. Bref, et donc je me suis laissé embarquer dans le projet. J'ai commencé à filmer une première année, c'était assez sympa. Et puis Paul-Emmanuel a trouvé des fonds pour que je puisse venir une deuxième année, où j'ai rencontré ces 4 là-haut. Et c'était assez excitant de voir tout ce qui se faisait. C'est pour ça que le documentaire est un peu long. J'ai choisi de mettre Paul-Emmanuel qui raconte sa théorie assez longtemps, parce qu'en fait, c'était très dur de recoller sinon les morceaux de toutes les interviews d'étudiants ou d'autres professeurs pour arriver à montrer un peu la cohérence du projet, parce qu'en fait, c'est un projet qui est très complet, à mon sens. Enfin, je veux dire, je ne suis pas payé pour dire ça, mais vraiment, ça me faisait plaisir de voir un projet qui avait vraiment tous les curseurs poussés assez loin, aussi bien dans la pédagogie, dans le côté participatif, enfin, pas collectif, on va dire, la pensée collective d'un groupe qui va amener à l'émergence d'un projet, l'analyse du territoire, le fait de toucher la matière, même sur la question écologique, le choix des matériaux mis en apprentissage. Enfin, je veux dire, pour moi, tout me paraissait assez vertueux et poussé de ce côté-là. Donc, c'était vraiment un plaisir de découvrir ça. Et même en tant qu'archi, parce que j'ai arrêté de pratiquer l'archi il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je connais rien, quoi. De tout ce qu'on a fait là, enfin tout ce que j'ai pas fait du tout d'ailleurs, tout ce que je les ai regardés faire là, c'était, enfin, je me sentais ridicule, parce que même après des années de chantier, je n'avais pas du tout cette appréhension de la pierre, la terre, le bois. Enfin, j'ai des notions, alors que pourtant je suis bricolo et que j'adore mettre la main à la pâte. Vraiment, je connaissais rien du tout. Du coup, j'étais assez impressionné de les voir évoluer en 6 mois ou 1 an. Les connaissances qu'ils accumulaient, moi, ça me paraissait dingue, quoi. Je suis pas sûr que tu apprennes ça dans d'autres masters. Bref, du coup, c'était très intéressant. Et je peux valider la phrase qui est que quand on ne met pas la main à la pâte, on retient rien, parce que clairement, j'ai rien retenu. Juste parce que je faisais pas, en fait, j'ai tout oublié. Donc, il va falloir que je me tape un jour les stages de matière, quoi. Mais voilà, c'était un vrai plaisir. Et donc ce docu, c'est un peu mon premier docu, donc il faudrait excuser la forme qui est quand même assez imparfaite. On n'est pas sur un Arte ou la Palme de Cannes. C'est très dense, il y a beaucoup de paroles. Voilà, ça pourrait respirer un peu plus, mais peut-être qu'on le rebricolera un jour pour arriver à un truc plus assimilable. Voilà. Mais en tout cas, et je voulais remercier aussi, tant qu'à faire, les étudiants qui sont là, étudiants, étudiantes, parce que j'ai été super bien accueilli. C'était vraiment des super moments, au-delà de tout. Et Paul-Emmanuel aussi, qui m'a vraiment super bien accueilli. C'était trop bien. 3 années très sympas. Voilà. Il y a d'autres questions, commentaires? Ça va? Vous êtes bien mis en valeur? Vous êtes content?
Vous n'allez pas nous faire de procès, c'est bon? Oui, c'est vrai, vraie question. En vrai, ça va, vous vous reconnaissez un petit peu ou, ou vous avez l'impression d'avoir été utilisé Toi, j'avais des images bien plus compromettantes. Vraiment, j'aurais pu... Ah ouais, parce que j'aurais pu terminer ta carrière sur ce documentaire. Non, c'est... C'est encore trop tôt parce que cette question de l'agriculture, on l'a intégrée que depuis l'année dernière. Donc ça fait 1 an. Et là, on entame la 2e année. Je pense que c'est un sujet dont on parle de plus en plus, notamment parce que Sébastien Marot, qui est professeur à l'École de Marne, en parle depuis 3-4 ans avec son exposition itinérante et puis son livre là, qui vient de sortir d'ailleurs il y a 15 jours, que d'ailleurs j'ai fait venir dans nos enseignements là, pour intervenir avec nous. Donc lui l'a un petit peu développé, donc c'est assez récent. Encore une fois, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que sachant que par essence, l'architecture est un métier destructeur de nature, par essence, hein, je ne le dis pas comme ça dans le film, mais chaque acte architectural, chaque bâtiment est une destruction de nature. Et ça, il faut en prendre conscience. En fait, moi, je n'en avais pas pris conscience avant il y a 3-4 ans. Donc, dès que vous faites un bâtiment, vous construisez sur un sol qui est a priori vierge, vous construisez avec des matériaux qui ont été extraits, donc vous avez détruit en fait du vivant en les extrayant, vous avez coupé des arbres, etc. Et donc, du coup, comment on fait pour essayer de rééquilibrer ça? Et donc, cette idée d'architecture et agriculture, c'est aussi architecture et culture du vivant, c'est de se dire, bon voilà, on essaie d'apprendre aux étudiants les matériaux, enfin la nature, autant qu'on leur apprendrait les matériaux, de manière à ce que lorsqu'ils vont être amenés à construire quelque chose ou à projeter un édifice, eh bien, ils soient en capacité de dire, ben voilà, il faut qu'on fasse aussi ça pour le vivant, de manière à toujours respecter l'équilibre. Et ça, c'est un élément, pour moi, c'est l'élément moteur des prochaines années. C'est pour ça qu'en fait, on plante un jardin-forêt qui équilibre aussi nos actes, nos propres actes. On a construit ça, donc bon, c'était sur une zone non utilisée, c'est contre un mur, etc. Mais voilà, on artificialise quand même 30 mètres carrés. Et donc, du coup, on plante 500 mètres carrés d'arbres. Et donc, on équilibre. Même si là, c'était que de l'herbe, et bien évidemment, la biodiversité était pas très élevée, et que les arbres qu'on va planter, ça va être plus. Mais donc, il y a aussi ça derrière nous, et c'est de se dire, à chaque fois qu'on intervient, si un étudiant connaît les plantes qui sont là avant lui, avant qu'il intervienne, peut-être qu'il va mieux les respecter. On sait qu'on respecte toujours un peu mieux ce qu'on connaît. Donc c'est un petit peu dans cette idée-là. Au-delà de l'idée que les étudiants à terme vont rester là et vont habiter là et peut-être se nourriront en partie de ce qu'on a planté, quoi. Oui. Ouais. Dans quelle mesure vous arrivez à assurer la localité des matériaux que vous utilisez dans les projets? Oh. Le bois et la pierre est déjà découpée en carrière, etc. De façon à ce qu'elle soit directement utilisable. Il y a plusieurs... bon, le bois, c'est très facile. En fait, on travaille sur que des scieries qui sont à moins de 10 km du site. Donc, on a repéré toutes les scieries avec les étudiants. On va les voir. Donc, on a des scieries soit de résineux, soit de feuillus, selon les ouvrages. Le gros linteau là qu'on porte à un moment donné, parce qu'il n'y a plus d'étudiants qui étaient là, donc du coup, j'ai dû l'aider, qui pèse au moins 150 kilos. Lui, c'est un linteau qu'ils sont allés chercher dans une entreprise de réemploi. Donc, c'est à quelques kilomètres. Et en fait, sinon, la pierre, c'était un peu particulier parce que il y a une logique pédagogique. Donc, en fait, on a sourcé la carrière la plus proche du site, qui était à 80 km. Par contre, on a pris cette pierre et on l'a amenée à Paris. Là, on l'a taillée et on l'a ramenée sur place. Donc, d'un point de vue purement écologique, c'est pas le bon truc. Mais en fait, là, on est dans un équilibre entre pédagogie et écologie. Parce qu'on ne voulait pas tailler des pierres de Paris pour les amener sur place. Ça n'avait pas de sens d'un point de vue local. Et inversement, de toute façon, voilà, ça ne marchait pas non plus. Donc voilà, on a fait cette solution-là. Là, par contre, on ne voit pas, si on voit après,
voyez ici, là, c'est... Est-ce qu'on voit les escaliers? Là, on a... Ici, les étudiants, l'année dernière, ont fait un escalier en pierre sèche, et les deux bâtiments, tout ça, ce sont des pierres qu'on a récupérées à moins de 300 mètres, quoi. Donc, on a ouvert le mur, on a fait l'escalier en pierre sèche, on est allé chercher des pierres à droite à gauche, et donc les étudiants se sont formés à tailler. Enfin, ils ont se formé 2 jours avec Paul chez les compagnons, et après, ils ont fait le reste de la formation sur ces pierres-là, qui sont des pierres plus dures, directement sur place, sur le chantier. C'est un chantier de la pierre, ça a duré 3 semaines quand même. Ça a été assez dur. C'est du granit et du gneiss. Oui, ils se sont un peu fait mal aux doigts. Ouais. Mais voilà, ils ont... Non, surtout qu'il a beaucoup plu en juin dernier, donc ils ont fait une partie du chantier sous la pluie. C'était pas... Il y a des moments assez physiques. Enfin, vous pourrez en parler mieux que moi, mais il y a des moments assez physiques. Hein. Non, il y a peut-être des étudiants qui ont peut-être un petit témoignage à faire. On va passer la parole. Vas-y. Sinon, je me permets de témoigner pour vous, mais c'est vrai que il y a plein d'histoires que j'aurais pu raconter dans le documentaire, parce que c'était hyper intense, quoi. Enfin, on le voit pas, c'est raconté assez vite, même si c'est lent, mais en fait, c'est quand même un mois de chantier qui est comme une charrette d'archi, mais avec en plus la pression de la réalité de la matière et tout, donc c'était assez intense. Il y avait du rush, quoi. Oui, en termes de planning, effectivement, on y va 4 ou 5 fois par an pendant une semaine. Puis après, c'est tout le mois de juin qui est en chantier. 4 semaines. Des commentaires d'étudiants? Non, mais c'est avant tout l'humain avant toute chose, quoi. Non, mais malgré les réalisations et tout ce qu'on voit, c'est avant tout le groupe qui fait qu'on avance, quoi. Parce que si on n'a pas envie de le faire, on le fait pas, quoi. C'est le retour que j'ai eu tous les ans. C'est le plus important, c'est l'aventure humaine. Qu'est-ce qui s'est déroulé? C'est marrant. Et je me permets d'ailleurs, vous êtes restés potes un peu ou pas trop? Non, pas du tout. Ok, super. Bravo. Si, on garde de très bons liens, et puis même, on pourrait échanger même avec les années passées et celles d'avant. Enfin, on garde de très bons liens avec ceux qu'on a rencontrés à Versailles, mais pourquoi pas faire le lien aussi avec les étudiants de Paris Val-de-Seine et ceux qui suivront. C'est pour ça que moi je suis venu personnellement, c'est qu'il y a aussi ce perpétuer des choses que nous on connaît, que les autres ne connaissent pas forcément, et apprendre de leur expérience à eux. Et puis la grange aux moines, va être aussi un assez beau projet, donc continuer de communiquer sur ce genre de chantier. Moi, c'est ce jour de faire un événement avec tout le monde. On avait fait un groupe avec les différentes années. C'est ça, ouais. Louise a fait ça, ouais. On a effectivement un groupe WhatsApp dans lequel on peut éventuellement échanger autour des sujets qui nous intéressent, je pense, à peu près tous, architecturalement parlant. Et effectivement, c'est vrai que plus l'atelier du Limousin va avancer, plus on pourra apporter encore avec des expériences différentes qui sont professionnelles, peut-être à terme à l'atelier du Limousin, si des événements ou même en chantier, ça pourrait être assez intéressant d'avoir encore une pierre à l'édifice à ajouter. Si par exemple on peut encore apporter une pierre à l'édifice en venant aider sur chantier, ça pourrait être assez intéressant de continuer sur des chantiers participatifs, de pouvoir accéder éventuellement à ces projets-là. Encore une fois, ce serait assez intéressant. D'autres commentaires ou questions? Oui. Oui. Tout ce que vous dites, ça me fait un peu penser au chantier participatif de Rempart. Je ne sais pas si... Ouais.
parce que j'ai participé à 2 de ces chantiers, ça me fait beaucoup penser aux expériences que vous racontez, où on apprend tellement de choses sur la matière, sur la manière dont on construit, et en même temps il y a tellement d'humanité, et je trouve ça juste incroyable et tellement inspirant. Mais pareil, même question, là je me demande comment c'est possible d'appliquer ça après dans le futur, mais, enfin, de manière professionnelle, mais c'est quelque chose qui se développe après dans les années. Mais... Oui. Je pense pas que ça soit très compliqué. Vous êtes tous diplômés ou pas encore? Non? Vous êtes partis en césure, c'est ça? Ouais. Toi aussi au Brésil? Et toi, tu... D'accord. Qui fait des centres commerciaux? Préférablement, oui. Ouais. Du coup, moi, j'ai passé ma HMO cette année, donc à Versailles, et j'ai bossé dans une agence où, bon, j'ai de très bons rapports avec les gens avec qui j'ai travaillé, mais qui ne fait pas forcément une architecture, on va dire, durable ou écologique. Et c'est vrai que quand on a eu une formation où on s'est posé des questions sur ces sujets-là, c'est pas forcément évident, surtout dans un contexte de HMO où en fait on est obligé d'avoir une agence. Donc à un moment donné, on prend aussi ce qui vient. Et c'est vrai que c'est l'aboutissement de ma réflexion, c'est que là, par exemple, au bout d'un an, j'ai quitté l'agence parce que ça correspondait pas à ce que je voulais faire et je cherche quelque chose qui est un peu plus en phase avec mes valeurs. Mais c'est pas évident parce qu'il y en a pas beaucoup. Et ça recrute pas beaucoup non plus. Donc, à moins de faire son propre projet, ce qui est pas évident non plus, je pense, c'est pas mal de patience, à mon avis. Il va y avoir une exposition là, au mois de mars-avril sur des étudiants de l'école, pas qui sont passés avec nous, hein, mais qui ont monté leur propre projet, qui ont cherché des subventions, puis qui petit à petit développent leur propre pratique. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de moyens en fait, de développer sa propre pratique. Et ce qu'il faut, c'est arriver à se jeter à l'eau avec des bonnes idées. Et on arrive toujours à trouver de quoi avancer vers des choses qui nous plaisent. Il ne faut pas lâcher ça en fait. Il ne faut pas faire de compromis avec ce qui vibre en nous. Ça, c'est le seul moyen d'arriver à faire un cohérent avec soi-même. Pour ceux qui passent leur HMO, ça peut être un bon moyen aussi de se poser ces questions-là dans un cadre professionnel, justement, avoir un sujet qui est en lien avec ça. Ça permet de se poser des questions, rapport par exemple aux chantiers locaux, l'économie circulaire, ce genre de choses. Ça peut être des thématiques qui peuvent être abordées dans une HMO avec un angle un peu plus professionnel que ce qu'on a dans le reste du cursus en tout cas. Je crois que j'avais fait ma HMO là-dessus, sur l'architecte pluriel, enfin tout justement plein d'exemples de cas de figure d'architectes qui avaient bifurqué vers autre chose, soit vers l'image, soit vers de la construction. Et pour le coup, dans des échelles assez applicables, ça peut être sur du particulier, sur de la rénovation, il y a quand même pas mal d'archis qui peuvent avoir la partie menuiserie. Parce qu'au final, c'est un des lots les plus chers quand tu fais une rénovation, c'est là où l'argent va. Et c'est quelque chose d'assez appropriable, je pense, à notre échelle d'archi. Genre la menuiserie, il y a quelque chose de très proche de la maquette, de la sensibilité aux détails qu'on a, je pense qu'elle est assez facilement applicable. Ça peut être ce genre de piste. Après, bon, c'est un peu faible comme truc, j'en ai conscience, mais en même temps, ces projets-là aussi nous montrent que c'est par le collectif que tu peux atteindre des plus grosses échelles en participatif et en chantier réel, parce que tout seul, c'est vrai que tu es limité. Ce qui est certain, c'est que dans les milieux ruraux, il y a très peu d'architectes. En Haute-Vienne, il y a 150 architectes pour tout un département, ou 200 architectes. Et voilà, on a besoin de plein d'architectes et toutes les communes en fait ont plein de projets. Toujours, elles ont des problèmes d'aménagement urbain, de rénovation de tel ou tel bâtiment, etc. Et avoir des petits architectes, des architectes qui sont installés sur place et qui sont prêts à faire des petits projets comme a fait Simon Tessou et comme il le fait encore en Auvergne, Rhône-Alpes, tout ce qui est autour de Clermont-Ferrand, c'est super parce qu'en fait on peut faire plein de petits projets comme ça et participer vraiment à l'amélioration du cadre de vie quotidien des habitants, parce que souvent ils sont un peu démunis face aux choses qu'il y a à faire et puis font des choses qui sont ni faites ni à faire, quoi. Donc il y a vraiment un énorme
un énorme intérêt à aller s'installer dans les milieux ruraux pour travailler sur ce genre de choses. J'ai plus le mot en tête, mais il y a un site qui, à la base, était pour encadrer des chantiers participatifs. Tu vois pas ce truc? Je me rappelle plus du nom. Le truc. Oui, Twiza, voilà. Sur Twiza, maintenant ils ont vachement grossi. Avant, c'était que. Enfin, c'était plutôt si tu voulais donner un peu un coup de main ou avoir besoin de coup de main sur un chantier participatif. Mais maintenant, tu as vraiment toute une section archi où tu peux t'inscrire en tant qu'architecte pour encadrer des projets de chantier participatif. Et bah, là, du coup, ton implication, elle peut être aussi de juste un permis de construire à carrément sur le chantier avec les artisans qui vont encadrer les particuliers. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Sympa. Bref. Merci. C'est bon? Ok. Eh bien, merci. Vous pouvez. Le site internet, c'est atelierdulimousin.org. Il a été. Sur ce projet. Et donc, j'ai fait tous les textes avec lui, mais sinon, c'est lui qui a développé tout le site. Il a fait ça cet été en bénévole. Vous pouvez vous inscrire à l'association de la Grange aux Moines, qui est maintenant l'association avec laquelle on va travailler, qui va être propriétaire de la grange. Ce qui est important, c'est que cette grange, en fait, elle était propriété privée, mais la propriétaire va la donner, la céder à la Grange aux Moines. On est en train de s'occuper de ça. Et donc, du coup, l'atelier du Mouzin va être locataire de la Grange aux Moines. Et on a tout un travail à faire sur place, mais c'est surtout l'idée, c'est après de rayonner localement, quoi, dans un rayon de 20-30 km dans les communes autour. Et puis, comme vous le savez, voilà, on travaille avec des fonds divers et variés, l'école, etc. Mais on travaille aussi avec des souscriptions et puis des dons. Donc sur le site, vous pouvez soutenir les travaux de rénovation de la grange. Je sais que les étudiants ne sont pas fortunés, mais vous pouvez passer ça à vos parents. Ou vos grands-parents, on ne le sait pas. Et donc ça, ces souscriptions, elles permettent de financer les travaux, de financer les projets avec les étudiants, etc. Donc et de développer le projet sur le long terme, quoi. Voilà. J'ai une question. J'ai eu une discussion avec Louise, donc celle qui était monitrice aussi de notre promo à l'année numéro 2, qui me disait que Simon Tessou aussi pouvait aller se joindre. Ah, oui. Oui, en fait... Et du coup, je voulais savoir si est-ce qu'il y avait des étudiants de Clermont-Ferrand, potentiellement, qui allaient se joindre aussi. Donc là, il y a deux sujets. Ça, c'est un bâtiment qui fait 800 mètres carrés, du XIIe siècle, qui est inscrit ou pas sur l'inventaire supplémentaire de monuments historiques. Donc c'est pas les étudiants qui vont le rénover. C'est trop compliqué, c'est trop gros, trop dangereux. Donc on va rénover des petits bouts. Peut-être on va rénover ça un de ces jours. Vous voyez là, ici c'est la pépinière. On va travailler sur des petits bouts. Mais le bâtiment lui-même, ça va être l'objet d'une mission de maîtrise d'œuvre et de chantier avec des entreprises dans lesquelles pourront venir en stage des étudiants, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ça va être piloté par une équipe de maîtrise d'œuvre et des entreprises. L'architecte, ça va être Simon Tessou. Donc je lui ai proposé d'être l'architecte du projet, parce que moi je peux pas, voilà, pour des raisons déontologiques, je ne peux pas être là, m'occuper de tout. Et puis, par contre, voilà, dès que le projet est fait, nous on est dedans, on est installé dedans. Et là, il y aura des ateliers d'artisans, il y aura des ateliers, des salles de cours, etc. pour travailler ici. Et la deuxième question, c'était les étudiants de Clermont-Ferrand. Voilà, c'est ça, c'est que on est en train de monter un partenariat et donc à terme, l'idée c'est d'avoir des étudiants de Clermont-Ferrand, parce que c'est Massif Central, et potentiellement des étudiants de Bordeaux, parce qu'on est en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Mais Bordeaux, on n'a pas encore constitué de... on est en train de dire, on est en discussion, quoi, voilà. Et avec Clermont-Ferrand aussi. Voilà. Ah. C'est rattaché à l'école de Clermont-Ferrand, c'est ça, et plus à l'école de
Non, ça reste ici. C'est ici que le pilotage, il se fait ici. Il restera ici. Mais par contre, on fait un partenariat avec Clermont et peut-être avec Bordeaux. Mais le projet reste ici.